Espace 2. L'histoire, les sciences humaines, la philosophie, la géopolitique et les sciences, c'est tous les jours dans les temps qui courent sur Espace 2 à 8h30 et à 19h30. Annick Chuin. Bonjour à vous. Où sont produites nos idées? Quelle est la fonction de mon cerveau et de mon corps lorsque j'ai une idée? Et où sont donc stockés les souvenirs? Ce sont les questions qui ont longtemps intéressé les philosophes et qui actuellement se voient plutôt poussées dans le champ des neurosciences. Aujourd'hui, les temps qui courent reçoivent Alain Panero, spécialiste de Bergson. Bergson, parce qu'au début du XXe siècle, le philosophe s'est passionné pour le développement des neurosciences, le psychophysiologisme, comme on le disait, et qui tentait de comprendre le fonctionnement du cerveau et d'établir une géographie physique des processus de la pensée. Bergson s'est notamment élevé contre l'idée que le cerveau serait à l'origine de la pensée, si bien qu'aujourd'hui, alors que justement cette idée est particulièrement vive, il est considéré par les chercheurs contemporains comme un repoussoir. Avec Alain Panero, nous allons découvrir que Bergson n'a peut-être pas perdu toute son actualité pour penser le lien entre cerveau et pensée. Alain Panero est agrégé de philosophie, il est également docteur à l'université Paris IV, à la Sorbonne, et auteur de Corps, cerveau et esprit chez Bergson, le spiritualisme minimaliste de matière et mémoire, un ouvrage paru cet automne aux éditions L'Harmattan dans la collection Ouverture philosophique. Alain Panero explique au micro de Marc Berman pourquoi Bergson a perdu tout intérêt aux yeux des scientifiques. Alors Alain Panero, vous commencez votre livre en écrivant que Bergson n'intéresse pas les scientifiques qui travaillent aujourd'hui sur les sciences de l'esprit et sur le fonctionnement du cerveau surtout. Ce qui est plutôt étrange quand on sait que Bergson s'est lui-même passionné pour la question du lien entre la pensée et le cerveau, notamment dans son livre Matière et mémoire. Alors j'aimerais qu'on comprenne pour débuter cet entretien pourquoi Bergson a perdu tout intérêt aux yeux des scientifiques. Oui, alors dans Matière et mémoire, en 1896, ou encore un peu plus tard dans l'Évolution créatrice, en 1907, Bergson étudie les choses en philosophe, en épistémologue. Alors ça veut dire qu'il s'interroge surtout sur les principes qui gouvernent telle ou telle discipline, souvent dans un but critique. Alors, Bergson nous dit, c'est-à-dire qu'en fait, il se documente plusieurs années sur un sujet et ensuite il tente de proposer une sorte de synthèse philosophique. Alors il s'agit en fait d'un travail philosophique tout à fait traditionnel. Même si la référence permanente à des faits positifs comme les troubles de la mémoire ou du langage apparaît incontournable, en fait, premier point, si vous voulez, sur lequel je voudrais insister, il s'agit d'un travail solitaire et livresque. D'accord, il ne va pas se plonger dans les laboratoires pour voir comment les scientifiques fonctionnent. Ouais. Voilà, alors ce qui est sûr aussi, c'est qu'au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle, l'émiettement des savoirs et des pratiques n'a rien de comparable avec le nôtre. Il ne faut pas l'oublier, finalement, à l'époque, psychologie et philosophie étaient encore très proches. Bon, alors, cela étant dit, si vous voulez, si Bergson n'intéresse plus aujourd'hui les scientifiques, c'est aussi et surtout, parce que on ne travaille plus de la même façon, et aussi et surtout à cause des réalités économiques et industrielles. Très simplement, les laboratoires de recherche ont besoin d'obtenir des crédits pour fonctionner, et il faut des résultats tangibles. C'est souvent un critère d'utilité, voire de rentabilité qui gouverne nos savoirs et nos pratiques. En France, il y a le CNRS, par exemple. Alors il n'y a pas lieu de le déplorer d'ailleurs, c'est ainsi. Après tout, il convient de ne pas forcer les oppositions. Fabriquer des médicaments, des prothèses est éminemment utile. Réfléchir théoriquement, métaphysicien sur la mémoire est une chose, mais soigner efficacement et vite certaines déficiences de la mémoire en est une autre. Alors moi, cela ne me choque pas que... Voilà, il faut que ça rapporte. Enfin, il faut que l'argent qui est investi dans la recherche ait des résultats concrets, quoi. En fait, c'est ça. Disons, aujourd'hui, il est évident que les travaux sur la mémoire se font dans une perspective pragmatique. Cela ne me choque pas. Les neuroscientifiques veulent du vérifiable, du palpable, des résultats, voire, du commercialisable. Mais si vous voulez, à leurs yeux, la philosophie bergsonienne alors relève de la littérature, presque de la science-fiction.
Et puis il y a une phrase, enfin il y a une pensée de Bergson en tout cas qui va choquer les scientifiques aujourd'hui, c'est cette phrase selon laquelle le cerveau ne crée pas nos représentations. On pourrait le formuler différemment et dire que finalement le cerveau pour Bergson ne crée pas nos idées. J'aimerais maintenant pour en venir au contenu de la pensée de Bergson, qu'on comprenne le problème que pose cette affirmation aux neuroscientifiques d'aujourd'hui. Alain Panero. Oui, alors tout à fait, vous avez raison. C'est vrai que la formule « le cerveau ne crée pas nos représentations », cela ressemble à de la science-fiction, d'une certaine façon. C'est assez incroyable, cette thèse de Bergson. Comment ose-t-il soutenir cela? Oui. On a l'impression d'assister à une sorte de régression, à une sorte de retour aux conceptions idéalistes, qui depuis Platon, en passant par Descartes, minimisent le rôle du corps et du cerveau, et n'en font qu'un instrument de l'âme. Alors c'est vrai que la thèse de Bergson paraît très curieuse, voire anti-scientifique. On est dans ce qu'on appelle un certain spiritualisme. Voilà, alors le paradoxe, c'est que si vous voulez, à l'époque de Platon, ou même de Descartes, on pouvait comprendre le recours à la notion d'âme ou d'esprit. Ouais. Pourquoi? Parce que l'investigation d'organes comme le cœur ou le cerveau ne donnait que des résultats sommaires. Les modélisations au XVIIe siècle ou au Ve siècle avant Jésus-Christ, encore évidemment, les modélisations mécaniques de l'époque ne pouvaient évidemment pas rendre compte de la complexité du vivant, ni a fortiori de la complexité de l'acte de pensée. Alors il fallait bien invoquer une sorte de Deus ex machina, c'est-à-dire en l'occurrence l'âme. Mais ce qui est étonnant, c'est que Bergson, lui, tout de même, à la fin du XIXe siècle, ne pouvait pas ignorer la complexité des organes, du corps et du cerveau. Et il connaissait même certains modèles mécaniques qu'il évoque, comme le téléphone. Oui, il compare le cerveau à un standard téléphonique. Ce qui pour nous paraît curieux, mais pour l'époque était quand même assez élogieux finalement. Voilà, exactement. Donc il avait à sa disposition des modèles mécaniques qui auraient pu lui permettre d'aborder la grande complexité du fonctionnement neuronal. À la même époque à peu près, je crois qu'il y a des textes de Freud ou de Jackson en Angleterre qui évoquent la complexité du cerveau. Alors ce qui est curieux, c'est qu'il semble dévaloriser a priori le cerveau. C'est très surprenant cette idée, vous évoquiez effectivement la comparaison avec le standard téléphonique, c'est très surprenant cette idée que le cerveau ne fait que trier et sélectionner des mouvements, que c'est un simple standard téléphonique, un simple matériel d'aiguillage d'impulsion physique. Finalement, j'aimerais qu'on comprenne en fait quelle est la démarche précisément de Bergson dans la compréhension qu'il veut avoir du fonctionnement du cerveau. Alors là, ce que j'essaie de pointer justement, c'est que comment est-ce que finalement Bergson va en venir au spiritualisme? Enfin, comment est-ce qu'on va le taxer de spiritualisme? Parce qu'au fond, ce n'est pas évident. On peut se demander pourquoi il n'a pas eu cette réaction que nous, on peut avoir spontanément. Bon, nous, même aujourd'hui, on a des ordinateurs, par exemple, mais on sent bien que les ordinateurs sont un peu lents parfois. Donc on se dit que le cerveau est quand même beaucoup plus performant. Donc pourquoi est-ce que Bergson, lui, n'a pas eu cette admiration finalement devant ce produit de l'évolution qu'est le cerveau, alors que quelques années plus tard dans l'évolution créatrice, il dira son admiration devant le vivant? Il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette précipitation de dire qu'au fond le cerveau ne crée pas nos représentations. Et je crois que je cite dans le livre Jean-Pierre Changeux, qui dit au fond, pourquoi est-ce que, si on prend en compte la complexité du cerveau, on pourrait se passer finalement de l'esprit? On n'a pas besoin de l'esprit, puisqu'on a découvert le cerveau. Et déjà Bergson, quand même, à la fin du 19e, on peut dire qu'il a découvert le cerveau. Alors pourquoi garder l'esprit? C'est ça qui est étonnant, finalement. Peut-être qu'il faut effectivement se demander ce qu'est le spiritualisme, alors. Bergson. Alors ça, ce serait peut-être quelque chose qui nous mènerait un tout petit peu loin. J'aimerais qu'on en vienne, en fait, à l'analyse que Bergson fait du lien entre cerveau et pensée, c'est-à-dire du rapport qu'il tisse entre esprit, justement cette notion étrange pour les scientifiques, entre esprit et réalité, parce qu'il y a une notion fondamentale qui apparaît dans son travail, dans ses recherches, c'est la notion d'image. Et cette notion d'image, il la lie, il appelle image réelle. Alors, comment est-ce qu'il en arrive à cette équivalence étrange d'appeler les images que nous avons dans le cerveau le réel? Oui. Alors là, je pense qu'il faut refaire un petit peu le trajet qu'il a dû faire à l'époque et se replonger un instant dans le contexte. C'est-à-dire que
Je crois qu'il faut distinguer, à l'époque, resituons-nous un peu dans le contexte scientifique de l'époque, il y a deux spiritualismes. Avant, et c'est pour ça qu'il va arriver à l'idée d'image, comme je vais essayer de le montrer. En fait, il y a d'abord un spiritualisme qui est ambiant et qui est extérieur à la science. Ce spiritualisme extérieur à la science, c'est tout simple, ce sont des croyances métaphysiques ou religieuses, des convictions. Et puis, à l'époque, pour comprendre pourquoi il va introduire la notion d'image dans le premier chapitre de Matière et Mémoire, il faut comprendre qu'il y a un deuxième spiritualisme qui, paradoxalement, est intérieur à la science. Il est inhérent à la science. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal, ce qui peut être inquiétant pour les scientifiques, c'est surtout le spiritualisme qui est intérieur à la science. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement que le savant peut penser que la totalité du réel est intelligible, compréhensible, de part en part. Et à cette époque, on le croit, on peut le croire si vous voulez. Croire que le sensible peut être entièrement ramené à des relations mathématiques, c'est être excessivement confiant dans les pouvoirs du sujet connaissance. Mais à l'époque du positivisme, au XIXe siècle, on peut être comme ça aussi idéaliste que Pythagore, pour qui le réel, à la limite, était taillé dans une étoffe mathématique. Alors, c'est cet idéalisme de la science elle-même qu'il faut comprendre pour saisir la démarche de Bergson. Il ne faut pas retomber... il y a un livre à l'époque, qui est un petit peu après Matière et Mémoire, c'est un livre d'Émile Meyerson qui s'appelle « Identité et réalité ». Et cet auteur, Meyerson, est en train de pointer une difficulté. Au fond, les sciences deviennent trop idéalistes. Avec la découverte, par exemple, la classification des éléments de Mendeleïev, on a l'impression qu'on va tout comprendre et qu'à la limite, la science va bientôt s'achever. Alors plus tard, avec Bachelard, etc., on verra qu'en réalité, il y a de l'approximation de l'à peu près, et que l'à peu près, c'est bien, ça nous garantit qu'on a affaire au réel, à l'altérité. Alors si vous voulez, en ce qui concerne la question du cerveau, en fait, le risque d'idéalisme est moindre. Normalement, pour les sciences de la vie, ou pour le cerveau, la science ne risque pas d'être idéaliste puisque les mathématiques ne marchent pas. Mmh. D'accord ? Ouais. Donc si vous voulez, à l'époque de Bergson et de Broca, finalement, un certain spiritualisme intérieur aux sciences de la vie n'était pas à craindre. C'était même tout à fait souhaitable. C'est pour ça d'ailleurs que Bergson a eu un certain succès. Alors la vraie question, et là je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, la vraie question, c'est la suivante. Pourquoi est-ce qu'on peut parler d'un spiritualisme de Bergson alors qu'en fait, en son temps, c'était tout à fait justifié d'être spiritualiste, c'est-à-dire de ne pas être idéaliste. C'est-à-dire que Bergson nous dit qu'on ne peut pas ramener la connaissance du cerveau à quelque chose de mathématique, de purement transparent, de purement intelligible. Donc c'est tout à fait normal d'être, si vous voulez, spiritualiste, puisqu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Là où le positivisme avait une tendance très idéaliste au niveau de la connaissance de la matière, il n'allait quand même pas jusqu'à prétendre qu'il pourrait connaître le vivant. Donc, si vous voulez, il y a tout un cheminement. Et c'est peut-être ça qu'il faut reconstituer. Ce n'est jamais au nom de considérations externes, religieuses ou morales, que le bergsonisme, si vous voulez, va être critiqué. Pourquoi est-ce qu'il est critiqué ? C'est ça qui est étonnant. Normalement, il ne devrait pas être critiqué, puisque au niveau des sciences de la vie, il n'y a pas à être idéaliste. Il n'y a pas à imaginer la coïncidence du réel et du rationnel. Donc pourquoi est-ce qu'il est quand même critiqué ? Alors moi, la réponse que je proposerai, elle est toute simple. Elle est assez paradoxale. C'est qu'en réalité, la théorie, et là je reviens à ce que vous évoquiez, la théorie de l'image de Bergson n'est pas assez idéaliste. C'est-à-dire qu'aux yeux, vraisemblablement aujourd'hui, des neurosciences, la théorie qu'il présente de l'image, d'une image qui est irréductible finalement à du numérique, ou qui n'est pas totalement intelligible, cette théorie apparaît gênante. Alors, ce qui laisserait entendre que les neurosciences aujourd'hui préfèrent s'imaginer, qu'elles l'avouent ou non, que le fonctionnement du cerveau peut devenir totalement transparent. C'est-à-dire qu'elles espéraient aujourd'hui, si vous voulez, élaborer une nouvelle classification de Mendeleïev, mais en exhibant maintenant des éléments mentaux. C'est pour ça que ça les gêne. Bergson les gêne parce qu'au fond, il ne permet pas d'être totalement idéaliste. Enfin, en tous les cas, c'est une hypothèse qu'on peut faire.
Et il n'y a pas de rationalité foncière des images. Alors c'est en ce sens que dans le petit livre, je parle d'une iconolatrie. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, les neurosciences aujourd'hui pressentent que Bergson peut mettre en péril leur idéal d'intelligibilité. Toute la question que vous évoquiez tout à l'heure, c'est quel est le statut de l'image finalement. Exactement. Voilà. Est-ce que, alors voilà, on y arrive, finalement, si certains pensent que le réel peut être rationnel, eh bien Bergson dit non, l'image est beaucoup moins transparente, beaucoup moins intelligible que ne le croient les neurosciences. En fait, ce qu'il veut dire simplement, c'est que quelque chose, en permanence, dans notre tentative de compréhension du réel, nous échappe. Voilà. Et que finalement, notre esprit, en quelque sorte, caricature, réduit le réel, le donné, en le figeant d'une certaine manière ou en le simplifiant à l'extrême. Tout à fait. Ne tient pas compte finalement de ce qu'est l'image, et il y a des images comme le souvenir par exemple, qui est autre chose que finalement une pure image qu'on peut reconstituer, reproduire par numérisation. Donc c'est vraiment cette question du statut de l'image qui est au cœur, en quelque sorte, du débat entre Bergson et les neurosciences. Qu'est-ce que l'image, finalement ? Mais en même temps, pour Bergson, notre cerveau ne fabrique pas ces images. Le cerveau, on va dire, pour lui, n'est pas le centre naturel de la conscience. Alors, quel rôle est-ce qu'il attribue, finalement, au cerveau dans le lien que l'esprit va nouer avec le réel ? Alain Panero. D'une certaine façon, il faut rappeler qu'il y a vraisemblablement toute une théorie philosophique de l'image qui est à l'arrière-plan. C'est-à-dire que l'image, au fond, pour la tradition philosophique, pour les neurosciences et pour nous encore aujourd'hui, enfin pour le sens commun, c'est quelque chose qu'on peut découper, localiser, figer, arrêter. Si on lit par exemple Platon, vous savez bien, il y a la bonne image, la copie en quelque sorte qui reflète l'essence, enfin la réalité, l'être en tant qu'être, et puis il y a l'image trompeuse qui est d'ailleurs un peu plus évanescente, mobile. Qui va être celle donnée par les poètes. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça qui est dans la tradition. Alors, il faut comprendre, pour pouvoir répondre aux questions que vous posiez, que pour Bergson, l'image va être mouvante. C'est-à-dire qu'il va être très très difficile de pouvoir d'une part ramener l'image à autre chose, comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. Quand on ramène l'image finalement à l'essence, on la réduit. Ouais. Quand aujourd'hui on ramène une image de synthèse à un code informatique, on la réduit. Donc si vous voulez, la question ça va être un petit peu la vraie difficulté, mais en même temps c'est pas une grande difficulté, ça va être de penser la mouvance des images. Alors le fait est qu'en tant qu'être vivant, on ne peut pas s'empêcher, c'est ce que Bergson appelle la conscience, on ne peut pas s'empêcher de découper la réalité mouvante en des solides. Donc on voit des images qu'on peut clairement délimiter. Pour lui, c'est une question de survie, à part ça. Si voilà, notre esprit ne faisait pas cette réduction, on aurait du mal à survivre, selon Bergson. On ne pourrait pas se repérer. On ne pourrait pas se repérer, donc c'est vraiment très très important. Donc si vous voulez, ce découpage des images va nous amener par exemple à distinguer d'un côté un état cérébral, de l'autre un état mental. Et on va arrêter les choses. Mais si vous voulez, c'est pas... Le but de Bergson, c'est de redonner une fluidité à toutes ces images. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu difficile à comprendre. Alors bon, on peut tout de même essayer de l'expliquer très simplement. Puisque vous parliez du cerveau, eh bien le cerveau, pour Bergson, le cerveau que l'on voit étalé dans l'espace de notre représentation, ce n'est qu'une image. Notre cerveau qui ne produit pas d'image, mais enfin quand même, qui d'une manière ou d'une autre de les canaliser, est lui-même une image. Ça, il faudrait peut-être qu'on clarifie. Ouais. Voilà, alors c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'en fait, c'est une représentation parmi d'autres, ce n'est qu'un effet, une rémanence, si on peut dire, quelque chose qui persiste, mais qui ne peut pas être la cause parce que déjà, cette image est passée. Donc si vous voulez, si Bergson refuse de faire correspondre un état mental et un état cérébral, c'est parce que l'état cérébral qui est constatable n'est qu'un arrêt sur image. Une image parmi d'autres images qui déjà n'est plus, qui est passée. Ben finalement, quand on a conscience de nous-mêmes dans une situation, quelque chose, on est soi-même en permanence une image. On est soi-même une image, en tout cas à ce moment-là. Alors bien sûr, c'est un peu difficile à admettre.
Ouais. Mais c'est en ce sens. Bon, Parce que là, on a l'impression aussi d'une réduction énorme, finalement, oui, tout à fait. du réel. Mais en réalité, en même temps, il y a tout autour de nous, on doit sentir normalement une certaine virtualité. C'est-à-dire que on délimite, par exemple, le corps ou le cerveau, puisque le cerveau, c'est l'image privilégiée des scientifiques, mais en même temps, on sent bien qu'il y a autre chose. De quelle nature est-ce que c'est cette autre chose? C'est encore des images. Donc, si vous voulez, le sujet ne peut que découvrir en lui et hors de lui des images qui le traversent. Est-ce qu'il y a un réel, pour Bergson, qui existe indépendamment de notre esprit? Alors, il y a un réel, c'est le donné, c'est-à-dire des images qui passent les unes dans les autres. Enfin, on sent bien que la perception, la sensation déborde largement le simple cadre de la perception utilitaire, disons. On en a l'intuition, en tout cas. Alors, ouais. il ne veut justement pas poser la question en des termes de réel et de surface et de profondeur. Pour lui, il n'y a que des images, que ce soit l'image d'un mur devant moi, que ce soit la rêverie mentale que j'ai, que ce soit un souvenir, que ce soit toutes ces images qui me traversent. En fait, à chaque fois, on est dans le donné. Et donc, pour lui, il va s'agir de décrire, d'essayer de décrire toutes ces images en montrant bien qu'elles sont dans une sorte de courant de durée, et que si on veut par exemple mettre deux images en parallèle, ou si on veut dire que finalement tel état cérébral correspond à tel état mental, en fait on se trompe, car en réalité ces deux images sont prises dans un même flux. Il faut leur redonner une certaine fluidité. On ne peut pas adopter un point de vue de survol, on ne peut pas s'élever au-dessus du réel, et on ne peut pas saisir des lois fixes, invariables, des vérités éternelles qui nous permettraient de dire qu'à tel, par exemple, état cérébral correspond tel état mental. Pour Bergson, il n'y a là que deux images qui sont prises dans un flux et qu'on ne peut même pas mettre en parallèle car elles ont leur temporalité propre. À la limite, l'état cérébral, c'est une image qui est une rémanence et on va dire, tiens, voilà, ça a entraîné tel état mental alors que l'image est déjà passée, d'une certaine façon. Mais là-dedans, quelle est la fonction du cerveau pour Bergson? Alors le cerveau va transmettre du mouvement et surtout éviter. Alors il a une fonction utilitaire. C'est-à-dire que le cerveau permet la conscience, mais entendons-nous, la conscience, c'est la capacité d'agir. Ce n'est pas l'esprit. L'esprit, ce serait plutôt le pressentiment, si vous voulez, qu'il y a autour de nous des images qui ont une certaine profondeur, qui ont une sorte un peu comme des peintures un petit peu ténébreuses. On pressentirait le virtuel, on pressentirait qu'il y a autre chose, mais autre chose dans l'immanence, pas autre chose Quand vous dans dites un autre monde. autre chose dans l'immanence, il faut peut-être expliquer. Oui, alors ça veut dire que quand généralement les philosophies ont tendance à nous dire qu'en dehors du monde sensible, de ce qu'on voit, de ce qu'on sent, de ce qu'on touche, etc., il y a une autre réalité transcendante, ce n'est pas ce que dit Bergson. Bergson dit vous allez éprouver dans votre expérience courante en ce moment, etc., vous allez éprouver différents niveaux d'images. Il y a des souvenirs. Alors, les souvenirs, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre un souvenir. Ça a un goût de passé, enfin, ça a quelque chose, une saveur tout à fait particulière. Je sais reconnaître un souvenir par rapport à une simple perception ou par rapport à une image que quelqu'un me montre. Oui. Je sais si c'est mon souvenir. Je sais, en ce sens, même si un sosie avait appris par cœur ma vie ou s'il avait vu toutes les photographies de ma vie, il ne sentirait pas. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce type d'image particulier qu'on appelle le souvenir? C'est bizarre. Et Il faut essayer de le décrire. où sont-elles stockées? Parce que pour Bergson, c'est pas dans le cerveau. Non. De nouveau, Non, le cerveau... Non, parce que d'une certaine façon, on fait l'expérience d'images qui nous traversent, nous dépassent, nous englobent. Il dit dans l'absolu, nous sommes, nous vivons et nous nous mouvons. Ça veut dire tout simplement que quand je décide que mon corps, c'est le corps que je vois dans le miroir, j'ai fait une délimitation, mais une délimitation artificielle. En réalité, le corps va être une sorte de centre, et je vois que autour de cette image un petit peu rémanente, il y a toujours d'autres images qui s'organisent. Mais dans les deux sources de la morale et de la religion, par exemple, Bergson va dire que notre corps peut aller jusqu'aux étoiles. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Il veut dire que cela dépend où on fait la délimitation. Si on retrouve la fluidité fondamentale, alors c'est peut-être ça la vraie question, est-ce qu'on peut vraiment ressentir cette durée, cette fluidité? Si on ressent cette fluidité fondamentale, on va s'apercevoir qu'il y a une sorte de flux d'images et qu'on ne peut pas établir de délimitation fixe une fois pour toutes, et encore moins de loi entre des images, puisqu'au fond il y a une fluidité qui emporte l'ensemble, une hétérogénéité propre qui définit les images en tant que telles, qui les rend inassimilables, non superposables. Alors évidemment, bon, c'est très philosophique et je ne sais pas quelles applications concrètes il peut y avoir dans un laboratoire. Là, on arrive à la fin de cet entretien, Alain Panero. J'aimerais que peut-être en une minute, vous essayez de nous dire ce que aujourd'hui les travaux de Bergson sur le cerveau, sur l'image, sur la relation que le cerveau peut tisser avec le réel, pourraient apporter à la recherche scientifique actuelle. Alors, je crois qu'il faut oser dire qu'on ne percera pas l'énigme, hein. Je crois que Bergson cherche l'esprit plus qu'il ne le trouve, hein, comme je dis. Mais disons que l'esprit, c'est peut-être encore être sensible à la fluidité du monde. Donc je pense que l'apport est essentiellement philosophique. Le corps n'est qu'un centre mouvant à partir duquel notre monde s'organise. Le cerveau n'est qu'une image plutôt artificielle, privilégiée par la science. Cela dit, aujourd'hui, certains neurologistes sont obligés d'effectuer d'autres découpages, de remonter par exemple du cerveau jusqu'à l'embryologie. Ce qui fait que le cerveau n'est peut-être plus forcément l'image privilégiée. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le souvenir demeure tout de même profondément énigmatique et Bergson ne prétend pas avoir le dernier mot. Disons que si son travail est utile, à mon avis, aujourd'hui, s'il a une certaine actualité, ce n'est pas pour nous permettre de fabriquer des médicaments ou peut-être même de prévoir certains traitements. Je pense qu'il peut réveiller quand même certains neuropsychologues de leur sommeil dogmatique, et leur éviter surtout d'être idéaliste. Être spiritualiste, si vous voulez, en un sens minimaliste, c'est n'être pas idéaliste. C'est continuer à penser que tout n'est pas transparent, que le réel n'est pas réductible au rationnel, et finalement, ce qui est étonnant, c'est cet élan qui empêche que la lettre ne tue l'esprit. Merci beaucoup Alain Panero. Vous êtes donc l'auteur de Corps, cerveau et esprit chez Bergson, le spiritualisme minimaliste de matière et mémoire, paru aux éditions L'Harmattan cet automne dans la collection Ouverture philosophique. Je vous remercie. Merci. Dans la collection Ouverture philosophique. Je vous remercie. Merci. Et c'est Marc Berman qui recevait Alain Panero avec la collaboration de Sylvain Michel et Mélissa Hertel. À demain, géopolitique, comme tous les jeudis. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24. Vous retrouvez l'équipe des temps qui courent tous les jours de la semaine à 8h30. Espace 2. La vie, côté culture.